Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur à quoi est corrélé Bitcoin, enfin plutôt comment il est tradé et comment il est acheté au spot. Donc on va vraiment faire un gros sujet sur l'achat spot, les moments où Bitcoin est plébiscité plutôt sur le spot, et également les moments où il est plutôt, comme en ce moment, basé sur la liquidité, et à quoi il est corrélé en fonction finalement de ces périodes-là. Voilà, ça sera le sujet du jour. Il va être sûrement calé au milieu, il va être sûrement un petit peu long. Donc du coup, pour ceux que ça intéresse pas, n'hésitez pas à passer tout le milieu de la vidéo. Dès qu'on regarde plus trop des charts, ça veut dire qu'on est dans le sujet. Hein. Je vais pas chapitrer ici. Donc on est sur le Bitcoin face au dollar, ici en daily. Donc petite analyse technique sur le daily, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit qu'on est en montée depuis 4 jours, des montées qui sont plutôt avec des mèches vers le bas ici. Donc tout ça n'est pas forcément extrêmement bull. Ici, une bougie d'indécision. Et ici, pour le moment, on amorce la journée, enfin le week-end à la baisse. On voit qu'on fait 3 bougies ici avec des rejets, hein, d'une certaine manière, dans cette zone de résistance qui est finalement, je dirais, le haut du range intermédiaire. Je pense qu'on est plutôt sur un range ici en ce moment qui risque de se construire finalement entre 31 000 et 25 000. Maintenant, on va voir ici si ça tient ou s'il y a rejet ou si on doit repasser sous la structure. Comprenez bien ici qu'on n'a pas perdu la structure haussière qui était celle-ci. Et là, on est sur les perps. Et sur les perps, vous voyez qu'on est venu chasser la liquidité sous ce point-là. Personnellement, j'aurais tendance à regarder les perps ici et à pas me focaliser sur le spot où effectivement, vous le voyez ici, on n'a pas perdu le point qui était celui-ci à aucun moment. Là on est sur le spot Binance, là on est sur les perps. Personnellement pour moi je vois, et ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc ça tombe bien, je vois plutôt en ce moment un marché qui est littéralement drivé par les perps. On va expliquer ce que sont les perps, on va expliquer ce que c'est que de shorter, on va expliquer des tas de choses, le concept un petit peu de poche de liquidité, toutes ces choses là plus tard dans la vidéo quand on fera le sujet. Maintenant, eh bien, on va ici aller voir sur le 4 heures. Sur le 4 heures, on avait parlé de la zone des 21 200 à 21 100 et potentiellement ici encore en dessous. Vous voyez qu'on a eu une forme de rebond autour de 21,2. Donc on garde ici, on va dire, moi j'appellerais ça une 4 heures ici, hein, parce que je vois la structure en 4 heures, que certains pourraient l'appeler une heure, c'est pas tellement ce qui est important, l'important c'est d'avoir à chaque fois un petit peu le même calibre le même calibrage, on va dire. Qu'est-ce qu'il se passe derrière? Effectivement, quand on a fait ce plus bas qui est celui-ci, eh bien on vient prendre le top. On vient prendre le top avec un rejet assez violent. Vous voyez ici qu'on avait une heure. Certains y verront. Encore une fois, on va pas ici, voilà, trop s'embêter avec la terminologie. Ici, on a une heure qui était baissière et finalement, on reste dans la tendance de la 4 heures, c'est-à-dire une tendance haussière ici avec des hauts de plus en plus hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts également. Est-ce que ça veut dire que nécessairement ici on a une forme de creux majeur, ici on a quelque chose et qu'on va nécessairement construire un nouveau creux ici dans le canal pour éventuellement revisiter au-dessus? Sincèrement, peut-être, c'est possible. Vous comprenez ici que la target, c'est d'arriver ici tout en haut et je ne pense pas qu'on puisse y arriver sans avoir effectivement une grosse correction pour ensuite repartir et essayer d'attraper ça. Voilà, pour moi ici ça me paraît compliqué, peut-être même éventuellement une correction qui vienne passer sous la structure, donc attention à ça, c'est-à-dire venir chercher ce point là. On va voir où est la liquidité ici, on ira voir ça pendant le quart d'heure liquidité, on va dire. Sur la 1 heure, pour le moment on est sur une correction 1 heure. Est-ce qu'on fait une correction en 3 ici pour finalement venir tenir ce point là, hein, puisque maintenant c'est celui-là, le creux entre guillemets majeur qu'on voudrait voir en 4 heures, et est-ce qu'on vient rechercher au-dessus? Encore une fois, c'est la question que j'ai déjà posée dans la time frame inférieure, donc pas de souci là-dessus. Et sur la 15 minutes, on vient d'aller chercher, je crois, la liquidité en dessous de la structure sur ce point là, vous le voyez. Peut-être potentiellement quelque chose qui pourrait se construire un petit peu comme un biseau, à voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on en sort vers le haut. Est-ce que ça, c'est pas le creux justement majeur en 1 heure dont on parlait? Vous allez rechercher ici en 15 minutes ce que vous voulez voir sur la 1 heure, donc pourquoi pas. Ici on dit toujours avoir quelque chose sur, toujours réfléchir à un two leg pullback, c'est-à-dire un pullback qui se fait en 2 jambes, d'accord?
Pour le moment, j'en vois même 3, vous comprenez. Donc, c'est plutôt encourageant pour se dire que, entre guillemets, c'est terminé. Moi, c'est à ça que me sert le chartisme, pas nécessairement à déterminer des targets, ce genre de choses, etc. Mais plutôt dans le chartisme, voilà, essayer de voir quand une structure est bullish, et cette structure-là est bullish dans sa time frame propre, bien évidemment. Vous comprendrez que cette structure-là, là, ici, est bearish dans sa time frame à elle. C'est-à-dire, elle nous dit, on va probablement ici venir chercher quelque chose dans cette zone-là, à minima. À quel moment ça se passe? Ça se passe peut-être au moment où on perd la trend ici. Vous voyez que hier on avait une trend qui était plus agressive, qui était celle-ci, d'accord. Au moment où on la perd, finalement on revient la retester ici, vous le voyez. On ne fait pas de rejet et on vient sur la trend la plus tranquille, la moins agressive ici, hein. Donc on recrée une autre trend. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de recréer également là-dedans un autre biseau plus grand que celui-ci, qui finalement là n'a pas touché en haut, mais va toucher en haut à la prochaine? Pourquoi pas. Ici, ça nous donnerait une target logique autour des 27,2, quelque chose comme ça. Je m'attends pas spécialement à ce que le week-end soit extrêmement volatile, hein, comme ça a été le cas depuis beaucoup de semaines maintenant. En tout cas, on peut effacer cette 4 heures là, ici, puisqu'elle est perdue. On peut garder dans l'idée que... Comment dire ? Alors d'une certaine manière, je vais vous montrer ça comme ça. Moi j'utilise pas mal les points pivots également. On avait une petite trend intermédiaire qui était également ici. Quand on perd cette première trend, vous voyez que ça commence à accélérer. On perd également la deuxième, donc on avait la revisite d'un point pivot qui était tout à fait possible ici, et c'est finalement ce que nous a donné la chart. Donc pourquoi pas un petit up supplémentaire. Maintenant c'est fébrile, hein, c'est-à-dire que vous voyez que cette structure elle augure rien de bon. Si jamais on était dans ce gros biseau ascendant là, à ce moment-là, il faut comprendre qu'en général, dans les biseaux ascendants, on n'a pas de rotation partielle. Ça veut dire que ça, c'est pas trop ce à quoi on s'attendrait. Maintenant, est-ce qu'on est en train de construire quelque chose de plus gros, etc. C'est ce qu'on va voir finalement par la suite. Encore une fois, on utilise le chartisme ici pour avoir des points potentiels de rebond, et finalement cette idée qu'une structure un peu larvée, comme ça, qui n'a rien d'impulsif, pourrait tout simplement venir chercher tous les stops longueurs qu'elle a accumulés tout au long de cette espèce de couloir, on va dire, avec des creux plus hauts les uns que les autres. Tout ça sont des points de price action et des stop shorters qu'éventuellement la figure pourrait venir chercher une fois de plus. On a une imbalance ici, hein, donc là on est plutôt dans un système SMC, ICT, ce que vous voulez. Donc pourquoi pas également aller revisiter l'imbalance qui est celle-ci, tout en tenant le bas daily finalement, parce que c'est un bas daily qu'on est en train de regarder ici. Voilà un peu l'idée, j'espère que ça n'a pas été trop éprouvé de manière technique, mais en gros vous voyez qu'on a utilisé 3 ou 4 techniques de chartisme pour simplement se dire, bon, est-ce que finalement, d'abord, est-ce que je suis pas en train de construire ici un SFP, c'est-à-dire est-ce que j'ai pas une prise de liquidité à faire au-dessus? Ça c'est une première question. Comprenez bien qu'ici on a un paquet de stops à venir chercher, donc il y a une poche de liquidité nécessairement qui se trouve au-dessus de ce double top. Les double tops, quand ils sont bien défendus, ne nous donnent pas ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, si on voit qu'on a un double top qui est créé, on le saura si on perd cette ligne de coup là, on peut engager et se dire que peut-être potentiellement on va aller à la recherche de, puisqu'on a pris un stop longueur, on va tous les prendre, d'accord ? Ça dépendra finalement du sentiment du marché. Encore une fois, je le dis assez souvent, quand on regarde la chart, on regarde du sentiment, on regarde la psychologie des gens, on se dit que là, personne n'était prêt à acheter à 26 897 $. Il y avait personne, il n'y avait pas un mec qui disait moi c'est ça que je veux. Il y avait plus de gens dans le carnet d'ordre qui finalement jouaient le short et la baisse. Maintenant, le problème c'est qu'au bout d'un moment, quand vous avez trop de monde qui joue le short et la baisse, etc., à ce moment-là, on va avoir en face de ça des market makers, donc des gens qui prennent les contrats inverses. Ils vont avoir envie au bout d'un moment de retourner le prix tout simplement pour se rembourser leur contrat et empocher la différence qui se trouve ici. Quand ils font ça, il faut comprendre également qu'ils ont besoin d'une poche de liquidité. Alors je parle market makers, institutions, c'est pas tellement grave. La poche de liquidité, elle se trouve où ? Elle se trouve tout simplement dans les stops de tous les shorters finalement qui vont avoir lancé. Et là, je ferai peut-être un contenu un peu plus éducatif sur les vidéos privées que je fais dans le Discord. Admettons ici que vous avez tous les shorters qui avaient, je sais pas moi, justement la target d'aller tout en bas. Enfin ici. Ou même de venir prendre complètement le point qui est là, là par 2 fois, vous avez eu 2 trades consécutifs sur lesquels ces mecs-là se sont calés à peu près avec un stop, vous le voyez, à ce niveau-là. Et également, vous avez les traders de breakout qui vont rentrer
hop, au moment où on va finalement donc casser le niveau qui est celui-ci et se dire c'est bon, on a une structure haussière et donc là je rentre pour un breakout. C'est ça qui nous donne des fake-out assez fréquemment. Tous ces mecs là finalement, où est-ce qu'ils vont venir mettre leur stop après? Probablement juste en dessous de ce point là. Donc à l'inverse, on aura, donc si je vous mets le trade, ça va vous dire quelque chose comme ça. D'accord, je vous le fais à la serpin comme ça, mais ça va vous dire quelque chose comme ça. Donc probablement qu'à ce stade-là, finalement, dans la session qui vous donne tout simplement beaucoup de contrats à prendre, on va dire que le breakout est fait ici et le stop va se mettre juste sous le creux précédent, à ce moment-là, vous aurez une poche de liquidité qui va être faite par les traders, encore une fois, de breakout, et d'un autre côté, les shorters qui ont leur stop finalement dans cette zone-là. Donc cette poche de liquidité-là va permettre, une fois qu'on ira dedans, tout simplement, de récupérer un maximum de contrats. Ça sera finalement du contrat à la vente, et là pour le coup on peut se retourner et aller faire un mouvement inférieur, et les market makers prendront derrière tous les longs, ça sera la même histoire à nouveau, etc. Donc voilà pour cette idée là. Désolé, je développe un petit peu, mais du coup voilà, c'est un peu l'idée aussi quand même de la chaîne, hein, d'accord. Ici, alors c'est intéressant, vous le voyez sur, on avait cette espèce de biseau ascendant sur Ethereum, comme ceci, d'accord. Il casse en bas, reteste, redescend, et finalement revient tester la zone qui est celle-ci. Donc, soit ça dégage par le bas ici, hein, c'est un petit peu la même chose, le fait qu'on reteste ça pour le moment et puis ça en va finalement, c'est un petit peu l'idée. Soit on en sort par le côté. Vous voyez qu'on est allé très au bout de ce biseau, donc c'est tout à fait possible de sortir d'une figure par le côté. Vous avez des pourcentages ici là-dessus, ou alors tout simplement on est en train de construire quelque chose comme ceci dorénavant. D'accord ? Hop, pardon. C'est-à-dire une continuation dans un biseau ou autre chose qui soit plus grand, tout simplement. Ethereum qui tient bien ses niveaux, vous voyez qu'on est en train d'arriver finalement au retournement de la 4 heures si jamais on casse ici ce point là. Pour le moment, Ethereum a enfoncé beaucoup plus que Bitcoin, il n'affiche pas une force énorme, même si finalement si on regarde le range actuel, il est en train de le tenir. Vous le voyez, le point bas du range ici. Le range actuel entre Ethereum et Bitcoin, il se situe là. Pour le moment, il semblerait qu'il soit en train de tenir effectivement ce niveau bas. Donc du coup, c'est plutôt encourageant pour la suite du côté d'Ethereum. Stablecoin dominance, on va pas faire aujourd'hui. Total 3, je pense que ça reste typiquement dans la structure. On a peut-être une petite cassure ici. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer sur les alts. On a peut-être quelque chose. Alors hier, il y avait un nouveau gap qui s'était mis, mais je crois que ça a été... On va regarder ça. Ouais, c'est bon, ça a été corrigé. Vous voyez comme on avait eu un petit peu ici. Il y avait un trou, et hier, à un moment donné, on s'est retrouvé avec une bougie super haute ici. Et finalement, il semblerait que ça a été corrigé. Peut-être de manière un peu linéaire. Voilà, peut-être qu'ils ont couvert le gap ici, nos amis de TradingView, mais en tout cas, voilà. En tout cas, peut-être une cassure ici, du côté des alts, de cette trend intermédiaire qui, pour l'instant, nous repoussait vers le bas. Je vous dis souvent que qu'est-ce qui peut casser une trend? C'est un niveau, et vous voyez que là, on a eu effectivement 2 retests de ce niveau-là. On est passé effectivement légèrement en dessous, et là, peut-être qu'on est sur un point d'achat, un point où les alts pourraient rebondir. Est-ce qu'on a une trend ici? Oui, on l'a. Il s'agit de celle-ci, elle a été effectivement quasiment retestée, vous le voyez là. Donc oui, on a une trend aussi juste en dessous, mais vous comprenez ici cette idée également de niveau. Seul un niveau peut venir péter une trend. Une trend ne vient pas péter une trend, le bas d'une accumulation ne vient pas péter une trend. On a forcément ici un retest d'un niveau à un moment donné, ou quelque chose comme ça, ou si c'est pas le cas, il faut pas le jouer en fait. Enfin, d'une manière générale, en price action, c'est un petit peu ce qu'on dit. Ok, on va aller voir les news maintenant. Alors les news du côté de Twitter, Mark Cuban qui aurait été vraisemblablement hacké. JP Morgan, on a un trader sur le gold qui va faire 6 mois de prison après avoir fait des
spoofing trades et de la manipulation de marché. C'est pas la première fois que JP Morgan est épinglé sur le gold. Ici, vous le voyez, un amendement qui propose l'interdiction d'utiliser un VPN quand on utilise les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même plus ou moins grave, c'est-à-dire que vraiment, c'est typiquement, pour le coup, vous l'avez vu, moi, quand on a eu ce qui était autour de la directive européenne sur les impôts, etc., je suis plutôt d'accord. Maintenant, ça, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où, voilà, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que je veux pas que mon IP nécessairement que tout le monde sache qui je suis quand je veux avoir mon identité cachée sur Internet. Donc une narration de plus pour un web décentralisé. Ici, 365 jours depuis The Merge, ça fait 1 an qu'on a fait The Merge, et vous voyez que 300 000 ETH ont été burnés et que effectivement Ethereum est déflationniste à hauteur de 0,25%. On a une proposition, alors là j'ai pas le tweet, mais on a une proposition sur Ethereum de limiter finalement le liquid stacking, donc qui vous permet d'aller stacker vos Ethereum chez Lido par exemple, et puis derrière finalement de quand même les utiliser en collatéral pour aller faire un prêt ou autre chose, etc. Donc ça reste quelque chose d'assez liquide, vous n'êtes pas bloqué, et finalement en ce moment il y a une très très grosse file d'attente. Alors, ce que les gens n'ont pas encore compris, moi je pense que les développeurs d'Ethereum ici, ils se mettent un peu le doigt dans l'œil en essayant de limiter cette histoire, finalement par le code. Je pense que les gens n'ont pas encore compris que au plus il y aura de monde sur le stacking, et bien au plus tout simplement on va descendre en termes de reward, c'est-à-dire que le stacking est bien à partir de... En fait, il y a un point où à peu près à 30%, c'est bien, c'est on va dire le niveau maximum, ça rapporte entre 4 et 4,5. On l'a déjà largement dépassé, je crois. Et donc, le risque, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec 50% de la supply, 100% de la supply en stacking. Ce qui peut poser des problèmes effectivement pour bien entendu l'écosystème, puisque il faut qu'il y ait quand même des Ethereum ici qui bougent, la vélocité des Ethereum reste relativement importante, et donc du coup on aurait une paire Ethereum USD qui serait très peu liquide parce que très peu d'Ethereum tout simplement sur les exchanges. Donc ça pose un problème effectivement, ils sont en train d'essayer de régler ça. En fait ils voudraient mettre une sorte de ratio, c'est-à-dire allonger la liste d'attente pour finalement faire que ça soit de plus en plus difficile de stacker. Pourquoi pas. Probablement qu'ils connaissent le problème bien mieux que moi, et que voilà, on parle ici du top des développeurs de la fondation Ethereum. Sur le sentiment, eh bien les traders apparemment sont en train de holder d'une certaine manière, en tout cas on parle ici plus ou moins du spot. Et ce qu'on peut voir par contre aussi également dans l'autre sens, c'est des USDT qui reviennent sur les exchanges. Donc ça veut dire peut-être une pression à l'achat potentiellement bientôt, et c'est au plus haut niveau depuis mars, le moment où on avait eu ce pump autour de la crise bancaire. Vous vous rappelez Silicon Valley Bank, tout le monde était en train de crier à la fin du Bitcoin, etc. Et finalement on avait eu ce très très beau mouvement qui nous avait donné. Et là en mars on avait eu effectivement un très gros retour des USDT tout simplement sur en fait la crise bancaire, elle était en mars, elle était par là je crois. C'est ça, voilà, 4, 5, 6 mars. Ici, la faillite de Silicon Valley Bank, elle est juste par là. Et le moment où la Fed finalement dit, là, il y avait eu même, il me semble, le DPEG USDC à l'époque. Il me semble que c'était dans cette zone-là. Et puis derrière, la Fed dit, c'est ok, on va imprimer comme il faut. Et là, ça relance finalement Bitcoin vers le haut. Encore que Bitcoin était déjà en train de pump, même quand finalement la crise bancaire était là. Donc on peut y voir ici deux sources de mesure, et vous allez voir que dans le sujet c'est également quelque chose qu'on va aborder. Ensuite, pas grand chose sur Wall Street Journal, on peut passer. Coinbase qui gagne 1 million sur un hack, mais qui n'a pas encore remboursé les victimes. Je crois que c'était dans le hack de Curve, il me semble, ouais. Hong Kong, meilleur Eldorado du Bitcoin avec la Suisse. Ici, pas grand chose non plus. Ici 13 milliards qui seraient sortis d'Ethereum en juste une semaine. Alors attendez. Alors des signaux de capitulation, etc. Deuxième nanana. Ethereum has lost 13 millions in the past few days. Alors c'est peut-être ça justement qui était le fameux gap qu'on a vu hier et qui a été justement corrigé. Donc il faudra aller voir ici sur je pense que c'est sur Sentiment, c'est sur Glassnode, et c'est Market Realized Value. Ça je pense que je l'ai pas, moi j'ai pas l'abonnement pour ça.
Mais c'est exactement 13 milliards finalement qu'on voyait sur le total 2 se rajouter. Donc c'était peut-être sur Ethereum. J'ai pas regardé à ce moment-là l'Ethereum dominance, etc. Mais c'est peut-être un bug cette histoire. Bon, enfin bref, en tout cas peut-être une pression à la vente sur Ethereum qui perd beaucoup d'acquéreurs ces derniers temps. La SEC qui nous dit qu'elle ne récupère pas ce qu'elle veut en termes de documents de la part de Binance US, ça c'est pas très bon. Et faites attention ici à, je pense, ce procès-là parce que ça peut être notre signe noir si on en cherche un et qui serait endogène à la crypto. Donc attention à ça. Coinbase qui se lève pour la DeFi et Polygon qui investit massivement sur les Zero Knowledge Rollup et apparemment ça paye. Effectivement, Polygon va passer, Matic va passer au token Pol qui est très largement basé sur du Zero Knowledge, Polygon 2.0, je pourrais qu'ils appellent ça. Donc voilà, normalement ça se fait automatiquement, néanmoins renseignez-vous là-dessus si vous avez du Matic. Sony, on s'en fout un petit peu. Trump et les problèmes de syndicats aux États-Unis, on s'en fout un petit peu. Semaine prochaine, on en a pas mal parlé. On aura. Pardon. Semaine prochaine, on aura le FOMC et la semaine d'après, on aura le PCE et la révision du PIB. Et voilà, pas grand-chose non plus du côté de MarketWatch. Maintenant, on va aller voir le sujet. Alors, je sais pas trop comment je vais construire ça. Je vous avoue que c'est un peu en mode freestyle là, donc on va aller voir ça. Ce que je voudrais vous montrer, on a déjà abordé le sujet finalement un petit peu sur la chaîne, et je pense que c'était il y a 2 semaines. C'est d'une certaine manière les taux à 10 ans. Ici, vous avez les attentes d'inflation à 10 ans. C'est-à-dire que si vous demandez d'une certaine manière aux bonds du gouvernement d'avoir un certain rendement, c'est pendant 10 ans, vous pensez que l'inflation va être de temps. Ici, vous voyez qu'on a une inflation pendant 10 ans qui est vue pour le moment à 4,33 et une inflation à 2 ans qui est vue à 5,03. C'est-à-dire on a ici une inflation à 10 ans qui est relativement énorme, hein, quand même, 4% d'inflation, c'est beaucoup pendant 10 ans. Et vous le voyez par contre que l'inflation à 2 ans est carrément basée sur du 5. Concrètement, je vous ai mis ici quelques moments un peu Nutella de l'année. Et en gros, enfin des 2 dernières années, on va dire ça comme ça. Vous voyez ici le crash Covid. Donc dans un premier temps, étant donné que la Fed baisse ses taux, c'est normal que ça suive. Et finalement, si je vous mets même ici, juste pour vous montrer, ça. Donc ça, c'est les taux de la Fed à court terme. Vous voyez qu'ici, on descend, et au fur et à mesure qu'on trouve ce plateau ici, la Fed imprime comme des cochons, en plus d'avoir finalement des taux d'intérêt à quasi zéro, et là on parle de taux d'intérêt court terme, et là c'est normal, les taux à 10 ans commencent à monter en se disant, putain on va se manger une inflation de fou furieux, donc vous voyez 1,76, ça monte, ici on a le plan de relance de Biden, qui je pense vraiment relance encore plus, parce que là on commence à avoir un petit peu d'inflation, et Biden dit on va imprimer encore plus, et on va relancer l'économie d'une certaine manière. Ici, on a le Inflation Reduction Act, qui est un deuxième plan de Biden, qui finalement nous dit, on va réduire l'inflation en imprimant des dollars. Donc du coup, en soi, il y a dedans, il y a des choses qui sont pas trop mauvaises, à savoir notamment le programme Chips for America, c'est-à-dire des semi-conducteurs pour les États-Unis. Donc voilà, ça c'est quand même intéressant. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a Silicon Valley Bank. Pourquoi Silicon Valley Bank tombe ? C'est que finalement, ils avaient acheté des bons à ce moment-là, donc eux, ils possédaient que des bons du Trésor à 0,5, allez, admettons entre 0,5 et 2%, puisque ça faisait très longtemps qu'on avait un énorme canal sur les bons du Trésor, et d'ailleurs là, je vais me mettre en normal, voilà, ce sera mieux. On avait des bons du Trésor qui étaient, puisqu'on est sur du pourcentage, c'est pas la peine de mettre du logarithmique, on avait des bons du Trésor qui étaient à des prix très forts malgré les 1,74%, et là finalement on se retrouve avec des bons du Trésor qui sont au même prix mais avec un rendement de 4,40. Donc ceux-là ont énormément dévalué sur le marché de l'occasion, si vous voulez. Les bons ici qui avaient été achetés là, ils ont perdu 40% de leur valeur. Quand ça va bien pour une banque, elle peut garder ses bons pendant un certain temps, ça entame un petit peu sa rentabilité, mais elle peut les garder. Le problème c'est qu'on a eu ici sur Silicon Valley Bank beaucoup de gens qui sont sortis en quelques jours parce qu'il y a eu une information qui a fuité comme quoi effectivement ils avaient entre guillemets un mauvais bilan sur ce point-là.
Et donc ici, ils avaient pas, ils ont été obligés en fait pour rembourser leurs clients qui voulaient sortir, de vendre les bons qu'ils avaient achetés ici à un prix pourrave par rapport à ce à quoi ils l'avaient acheté, donc accuser une énorme perte, ce qui a enclenché encore plus finalement de retraits, ce qui a enclenché finalement la faillite de Silicon Valley Bank. Donc de ce côté-là, au niveau risk management, on peut dire que c'est vraiment mauvais. Bref, je vous montre ici donc la corrélation. Effectivement, il y a bien sûr une corrélation entre, et on va se mettre ici par exemple en weekly, on va initialisé. Vous voyez ici qu'il y a effectivement une corrélation assez importante entre les taux de la Fed et les taux à 10 ans. Mais parfois, les taux à 10 ans répondent beaucoup plus vite, et notamment, là, vous le voyez ici sur les plateaux, ils répondent finalement à la descente. Ici, je vous ai mis également les élections, parce que assez souvent, on a des premières parties de mandat qui sont plutôt à la dépense et d'autres qui sont plutôt moins à la dépense et moins à la pression. Vous le voyez ici, c'est vraiment la logique de chaque élection. Je vous ai vraiment mis les élections au dollar près. Et là, on a un truc qui est pété. Soit c'est pété au sens où année de préélection, ça y est, on va tout de suite pivoter du côté de la Fed. Soit c'est pété parce que tout simplement, on va avoir juste ici un rejet moins important et on part désormais dans un canal qui est tout à fait dans l'autre sens. C'est-à-dire là, vous avez un canal baissier. On va peut-être partir dans un canal désormais haussier tout simplement. Canal haussier qui serait pas pour arranger les États-Unis, puisque vous comprenez que les bons du Trésor, c'est tout simplement ce à combien on va payer tout simplement la ressource de la dette américaine, qui est en ce moment à 30 trillions et qui risque de poser des problèmes pour la suite. Tout simplement parce que elle est énorme et actuellement les États-Unis payent 2 milliards tout simplement juste pour les intérêts de la dette, 2 milliards par jour. On a calculé que 34%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de tout ce qui était prélevé comme taxe aux États-Unis était tout simplement au service de la dette pour les intérêts qui sont à la dette. Alors est-ce que les États-Unis vont nationaliser une partie de cette dette? Je pense pas que ça soit le cas parce que c'est pas trop l'ambiance aux États-Unis de nationaliser de la dette. Est-ce qu'ils vont se faire un plan eux-mêmes du FMI pour sauver leur monnaie? Je pense pas que ça soit le cas non plus, ça serait un peu bizarre. Donc voilà, on est parti pour imprimer, fausser les chiffres de l'inflation éventuellement, et puis essayer que ça tienne par rapport à ça. Mais on est aujourd'hui dans des politiques qui sont extrêmement court-termistes, c'est-à-dire est-ce que je vais me faire réélire l'année prochaine ou pas, plus que est-ce que je vais laisser un monde correct à mes enfants ou est-ce que je vais les plomber avec une dette qui fait 100% de mon PIB. Vous comprenez que 100% de mon PIB, ça veut dire qu'il faudrait que les États-Unis travaillent, et encore, c'est même pas là-dessus, pendant 4-5 ans pour rien, pour juste payer la dette qu'ils ont accumulée dans le passé. On prend ici la notion également de bonne ou mauvaise dette, d'accord? Vous avez de la bonne dette, c'est-à-dire typiquement investir dans la conquête de l'espace, on va dire des choses qui ont un intérêt géostratégique majeur, justement les semi-conducteurs, le nucléaire, je sais pas, des choses qui peuvent vous donner des résultats dans 50 ans avec un avantage économique majeur sur les autres, et vous avez de la mauvaise dette, c'est-à-dire typiquement celle qui dit je vais acheter tout simplement les voix, je vais acheter les voix que vous allez me donner à la prochaine élection. Bref, c'est pas la question. Est-ce qu'on garde? Non, on garde pas les taux d'intérêt. Vous comprenez la corrélation entre taux d'intérêt ou pas, et sincèrement, parfois, enfin assez souvent, les bons à 10 ans réagissent beaucoup plus vite, tout simplement que ceux de la dette. Maintenant, on va se rajouter le S&P ici, en fonction tout simplement des bons du Trésor à 10 ans. Vous voyez qu'il y a également une forme de corrélation, mais parfois c'est complètement décorrélé, d'accord? Ici notamment c'est complètement décorrélé, et puis ici finalement sur la montée on était complètement décorrélé également. Donc la corrélation qui est celle-ci, celle-là, elle tient au fait que d'un côté on a des taux d'intérêt de la Fed qui sont très bas, et qui donc pousse de la liquidité sur le marché, et en même temps ici j'ai une corrélation qui se fait dans le sens on pousse de la liquidité, donc il va y avoir de l'inflation dans 10 ans, donc du coup je price ça tout simplement dans les bons. D'une certaine manière, est-ce qu'on peut y voir ici une forme de cyclicité également sur les élections américaines? Pas tellement, non pas tellement, là pour le coup on y voit pas grand chose. Mais ce qu'on peut voir éventuellement sur
la liquidité, c'est que là on a le Covid, donc plan de relance, etc. Donc là le marché se dit ok c'est bon, il va y avoir un afflux de liquidité. Le plan de relance de Biden ici qui pour le coup lui relance, et là on a la Fed qui dit qu'elle va pivoter à la hausse, même qui fait son pivot. Elle l'avait annoncé un petit peu avant, il y avait eu déjà des choses importantes, et là ça descend. Et ici par contre l'Inflation Reduction Act qui doit théoriquement dire oui j'enclenche de la liquidité sur le marché. Vous voyez qu'on a une grosse dernière baisse. Silicon Valley Bank présente une baisse et ensuite effectivement on se récupère. Et puis là on avait eu un mauvais CPI en juillet, donc je vous l'ai mis aussi. Bref, corrélation intéressante également. On va rajouter une charte suivante puisque c'est un petit peu l'objet de cette chaîne quand même, c'est bien évidemment le BTC. Alors le BTC pour le coup on va le mettre en log. Voilà. Oui c'est ça. Et on peut peut-être même mettre le S&P en log aussi. Voilà, comme ça on a tout en pourcent, c'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une corrélation entre inflation, l'inflation est ici, le BTC est en bleu, et donc une corrélation inflation à 10 ans qui monte potentiellement, rallye du BTC en 2017, rallye du S&P également. Ici, correction du BTC, correction du S&P également plutôt en flat, donc là où on a fait un plus haut, là on a bien suivi l'inflation du côté du S&P, oui. Et puis derrière, on reprend à l'envers. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans la période Covid. Alors pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, finalement, je crois que la Fed, on va rajouter la Fed aussi, du coup. Alors on va se mettre ça. Alors autant pour moi, hop. Ici à ce moment-là, la Fed est plutôt à la diminution sur ses taux. Donc effectivement, ici on a une inflation qui diminue court terme, un rallye ici sur le S&P puisque la Fed dit qu'elle fait un pivot. Et puis sur BTC également le petit rallye qui était celui de 2019. La Fed fait son pivot, on a le crack Covid qui fait peur à tout le monde, ça emmène la Fed finalement à descendre totalement ses taux, et puis on se retrouve sur cette espèce de période avec des taux à 0%, dont vous vous rappelez probablement si vous étiez de la partie à ce moment-là. Ensuite, le S&P fait son rallye, ce qui est logique, le Bitcoin fait son rallye, et là vous voyez que sur cette période-là notamment, et là on va regarder juste le Bitcoin et les taux, et cette période-là est une période où on n'est pas trop sur les dérivés. On commence à être sur les dérivés, je pense, ici au top en fait, où vraiment là les dérivés, quand je dis les dérivés, c'est les paires, prennent une importance conséquente. Et là, vous voyez que sur les deux tops de BTC, finalement, ça suit assez bien les taux à 10 ans, c'est-à-dire les attentes d'inflation à 10 ans. Et c'est ce que j'ai expliqué déjà dans mon dernier sujet, c'est que pour moi, l'achat BTC, en fait, voilà, c'est ça que je veux dire dans cette vidéo, c'est que BTC est acheté au spot ou vendu au spot comme un asset contre l'inflation, mais à l'inverse, il est tradé en fonction de ce que va dire la Fed, c'est-à-dire qu'il est plutôt tradé à contresens, sous-entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé sa place aujourd'hui comme étant soit un asset technologique, c'est-à-dire comme vous pourriez finalement trader le Nasdaq. Le Nasdaq a besoin de liquidité. Il s'agit d'entreprises qui finalement ont besoin de tester des choses, etc. Des startups, elles ont besoin de financement pour fonctionner, faire des fusions-acquisitions, aller récupérer d'autres startups, etc. Faire des levées de fonds conséquentes. Voilà, faire des gros rounds, etc. Et à l'inverse, il est acheté quand on sent qu'il va y avoir de l'inflation. Et donc du coup, on a une antinomie ici dans le Bitcoin, qui va faire que quand on est sur des périodes d'achat spot conséquentes, à ce moment-là, il va être accumulé contre l'inflation. Tous les holders, et on va regarder après, je pense qu'on va le faire maintenant même. Je sais plus si... Ouais, voilà, ça c'est très bien, mais par contre, je veux les longs termes. Vous le voyez ici, typiquement... Les holders ici ont distribué sur la montée, ce qui est tout à fait logique. Et au top, ici, on recommence de l'achat, d'accord? Donc, c'est pas qu'on recommence de l'achat, c'est qu'on hold à plus long terme. Donc, on est ici sur, en fait, une accumulation depuis le dernier top. C'est ça qu'il faut comprendre, je pense. Le premier top, je parle. Ici, on est en bear market dès ce moment-là. Oui, parce qu'on fait le double top et on descend. Mais également, on est sur des gens qui hold ce bear market beaucoup plus que de raison. Et vous le voyez, ça va en s'augmentant ici avec désormais une supply à 14 millions de BTC qui est tout simplement holdée. Pourquoi ça, c'est important? Parce que c'est un mouvement logique, d'ailleurs, vous le voyez ici...
haut de bull market, on hold, on garde, on ne vend pas. Haut de bull market, on hold, on garde, on ne vend pas. Haut de bull market, on hold, on garde, on ne vend pas. Et c'est comme ça que se créent finalement les cycles. Le Bitcoin devient de moins en moins liquide. Vous voyez ici qu'on a donc du coup 14 millions de BTC donc sur 19 à peu près 19,5 qui ont été holdés depuis pour le coup long term holder, c'est plus de 5 mois. Si vous allez voir la supply qui n'a pas bougé depuis plus d'un an, ici. Donc les long term holders, c'est exactement le même mécanisme, d'accord ? On n'est pas ici sur si on a un peu distribué sur la descente qui était celle-ci, d'accord, et ensuite finalement on réaccumule à partir de, vous le voyez, le premier top qui était celui-ci, pour finalement réaccumuler, mais comme des cochons, et y compris sur le moment actuel. Quand je dis réaccumuler, c'est plus ne pas vendre quelque chose qui avait été acheté un an avant en fait. Donc si là, vous prenez, là on était par exemple, donc sur le premier top qui est celui-ci, on était 31 août, vous prenez le 31 août d'avant, donc là on était en 2021, on va prendre 2020. Pour les tout premiers, vous comprenez que c'est des gens qui restent en profit à ce stade. Et en fait, au fur et à mesure que vous le décalez dans le temps, effectivement, alors là par contre on commence à accuser de la perte. C'est-à-dire que là, dans toute l'année qui est celle-ci, vous avez probablement une partie des one plus year ago, donc les gens qui sont en train de holder depuis un certain temps, qui effectivement sont en profit en fait. Enfin sont en perte, pardon. En perte latente. Donc voilà, ça c'est ça que je voulais montrer. Déjà, à partir de là, et même à partir de là plus précisément, les 1 an ne vendent plus. Donc du coup, on accuse la descente ici, mais ça ne vend pas sur la descente. Peut-être heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait tout simplement été probablement encore pire en termes de dump. Ce que je veux dire là également, c'est que là, pour le coup, à partir de finalement à peu près le top du S&P, donc le pivot de la Fed, on a un marché qui est très peu liquide, mais qui est poussé par des short-term holders. C'est ce que je vous ai montré sur la charte de Glassnode. Donc finalement, le prix se fait par rapport à une toute petite portion de l'offre de BTC qui elle-même se trouve sur les exchanges et qui donc elle-même est tradée. Plus que on est plutôt sur du trade. On considère que 5 mois c'est un horizon de trade. Si vous gardez moins de 5 mois, c'est pour ça qu'on dit short term holders, long term holders, et plus de 5 mois c'est un horizon d'achat. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui est de moins en moins liquide, puisque les holders hold de plus en plus, vous l'avez vu, 14 millions, on suppose qu'aujourd'hui on est à peu près à 3-4 millions de bitcoin sur les exchanges, et finalement avec quoi on peut faire bouger le prix dans ce contexte-là ? Avec du bitcoin papier, avec du bitcoin qui n'existe pas. Et en l'occurrence, c'est ici que les dérivés rentrent en jeu. Et je vous ai mis ici, ça commence finalement à partir de là, mais c'est réellement le cas à partir du top, à proprement parler. Je dirais qu'en fait, voilà, ça commence ici, sur toute la montée, on a énormément d'exchanges qui proposent du levier, etc. et de plus en plus de gens qui se mettent sur du trading plus que de l'achat. Ici, le marché n'en peut plus, puisqu'on a trop... alors, ça va être vraiment une vidéo longue, mais je vais vous montrer ça également là-dessus. On va se mettre en daily, j'espère qu'on aura l'amplitude pour aller voir tout ce qu'on veut voir. Ouais. Ici vous le voyez, l'open interest qui augmente. Là ça en est un peu trop, le marché essaye de déleverager une première fois finalement en tabassant les acheteurs, moins 50% finalement en un mois à peine. Et puis ça c'était un peu le ban China, la vente de par Tesla qui a vendu un petit peu de ses BTC, etc. Tesla qui dit on n'accepte plus le Bitcoin pour que vous puissiez acheter des Tesla, etc. Et puis ensuite finalement on réenclenche du levier, mais quelque part beaucoup plus sur du short, vous le voyez jusque là en tout cas, on réenclenche exactement du levier sur du short. Et là, on entame un short squeeze de ce qui était... Donc vraiment, tout ce mouvement-là n'est plus un mouvement visible on-chain, puisque on-chain, ça ne vend pas. Donc on-chain, vous pouvez vous dire, ça va tenir de ouf. Et en même temps, on est vraiment sur un marché qui, à partir de là, devient un marché de liquidité. Donc un marché de traders. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, autant Bitcoin est acheté contre l'inflation, autant il est tradé comme une action du Nasdaq, c'est-à-dire avec un besoin de liquidité, donc en fonction des taux de la Fed à court terme. C'est pour ça que quand la Fed fait son pivot ici, on a du sell only en fait. Parce que
Personne ne veut vendre ces BTC, tout le monde en rachète ou alors les hold, ça c'est une première chose. Et donc un DCA sur la descente plus du holding, et finalement se dit, bah, j'ai la certitude qu'il va y avoir un bull run après le halving, ce qui pour moi fait partie c'est une fantastique prophétie autoréalisatrice. Mais, puisque, bon, c'est mon avis, après voilà, je le développerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, autant jouer avec, hein. De toute façon, si ça se réalise, tant mieux, on y va. Et puis là, il y a cette fantastique narration de TA Spot qui peut complètement inverser la balance, c'est-à-dire finalement que Bitcoin soit acheté par des institutions et que ça marque une vraie demande au spot. Mais vous avez ici, vous voyez, le CVD au spot. À quel moment il commence à tabasser, à descendre? Et ben c'est tout simplement, effectivement, quand on est sur le premier top. À partir de là, moins d'intérêt à l'achat. Pour un bull run, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un très fort achat au spot, tout simplement parce que ici, c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal développé sur la chaîne. Vous voyez que les spreads sont positifs. C'est ça qui permet d'enclencher un vrai achat au spot. Et c'est ça qui permet d'enclencher effectivement également tout simplement du funding hors limite. Là, on est complètement hors limite. Vous voyez que dans les proportions, là, en ce moment, je vous dis attention, le funding il est vert. Là, le funding, il fallait même plus le regarder. Il fallait juste se dire, bon, bah, je hold et puis je vois comment se comporte le spot. D'accord? C'est au spot que ça se passe. Ici, vous avez à nouveau une deuxième tendance d'achat au spot, avec à nouveau un petit bout de funding qui commence à repartir, dans des proportions bien plus tranquilles que celles d'avant. Ici, la Fed dit « je fais mon pivot » et on est sur du down only depuis. Maintenant, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Alors, oui, d'abord, on revient sur la charte. Donc l'idée initiale ici, c'est que du coup, c'est ça qui va totalement vous décorréler les attentes d'inflation, le S&P et donc les attentes d'inflation qui sont là, Bitcoin et le S&P, d'accord? À partir de ce moment-là, Bitcoin déclenche avec le S&P, tout simplement parce qu'on est sur un Bitcoin de trader. On est sur un Bitcoin à court terme. C'est pour ça qu'il suit le S&P, d'accord? Ici, on n'a toujours pas de demande au spot pour moi à ce stade pour le moment. Et finalement, Bitcoin va être dans les mêmes endroits. Il a pivoté largement avant, hein, un petit mois avant, il a fait son pivot haussier, mais il est également dans cette idée que potentiellement on est sur la fin de ce que va nous dire la Fed. Vous le voyez ici, la Fed est encore à l'augmentation, elle augmente encore, elle augmente encore, elle augmente encore, et là finalement, qu'est-ce qu'on a? On a un rallye contre nature, puisque la Fed est encore en train d'augmenter. Mais une économie qui finalement va bien, un chômage qui a l'air de tenir, peut-être certaines personnes qui croient à un soft landing, ce genre de choses qui font que finalement ce rallye est effectivement contre nature, mais ça fait un certain temps que tout le monde ne croit plus la Fed. C'est-à-dire que la Fed, elle nous dit je vais garder un plateau pendant 5, 6, 7 mois. Bon, le marché semble pricer cette chose-là, mais finalement on a une forme de rallye qui est contre nature. Vous voyez quand dans le même temps, on a donc cette espèce de truc qui est cassé par rapport aux élections américaines, alors que finalement sur tous les cycles précédents, eh ben, on a un pivot rapide. Est-ce qu'il va avoir lieu bientôt? Est-ce qu'on est au bord d'une crise financière? Peut-être, possible. Ici, vous voyez, avec une très belle correction haussière pour qu'on puisse tout simplement dump beaucoup plus bas. Et la question ici fondamentale, c'est tout simplement pendant combien de temps Bitcoin, et vous voyez que là, du coup, on reprend une corrélation avec les taux à 10 ans. Finalement, d'une certaine manière, juste à partir de ici, d'accord, la Silicon Valley Bank. Est-ce que Bitcoin va suivre les taux à 10 ans? Est-ce que Bitcoin dorénavant, donc si vous comprenez que si jamais ils doivent plomber, ça veut dire que Bitcoin va plomber avec, d'accord? Si on resuit à nouveau les attentes d'inflation à 10 ans. Si jamais ici, alors admettons pivot de la Fed, et ça suit quand même un minimum. Les taux à 10 ans pourraient ne pas y croire, hein, ils pourraient continuer à augmenter ici, et au moindre rebond de l'inflation, eh ben, ils vont continuer à augmenter de toute façon, quoi qu'il en soit, parce que c'est comme ça. C'est vraiment ça qu'on est en train de pricer, c'est de combien sera l'inflation dans 10 ans. Donc soit on a un gros drop ici sur les taux à 10 ans et Bitcoin se remet à le suivre, est-ce qu'il pourrait faire un drop malgré le fait que la Fed est en train de pivoter? Ça c'est une première chose. Soit Bitcoin continue sa corrélation tout simplement d'avec le S&P, auquel cas on sera sur un rallye de liquidité toujours, ça ne sera pas un rallye d'achat au spot. Je pense que les gens ont besoin de se dire qu'il va y avoir une grosse inflation dans 10 ans pour qu'il y ait du véritable achat sur le spot. Soit tout simplement l'ETF sort, effectivement, la demande institutionnelle est dans l'adoption, et à ce moment-là Bitcoin trouve sa place en tant que asset, parce que ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que Bitcoin n'est corrélé à rien. S'il y avait une chose sur laquelle théoriquement Bitcoin devrait être corrélé, ça serait finalement l'électricité et le cuivre, j'ai envie
envie de dire. C'est une monnaie qui finalement, dont le coût est fait en grande partie par l'électricité. Donc au plus l'énergie coûte cher, en théorie, au plus Bitcoin devrait coûter cher. Effectivement, s'il y a quelque chose que je peux amener au halving, c'est peut-être ça, de rehausser le coût de production d'un Bitcoin et faire que les mineurs ne vendent pas et que du coup, on se retrouve avec finalement un prix qui... Mais pour moi, cet effet va se diminuer dans le temps puisque... Enfin bon, voilà. Je ferai une vidéo vraiment spécifique là-dessus. On est déjà à 43 minutes, donc on va passer. Donc l'idée de tout ce que je vous ai montré là, c'est un Bitcoin qui a switché vers un asset numérique, mais attention, ça n'est pas une donnée qui est ad vitam aeternam, parce que quand il est acheté au spot, théoriquement, il va plutôt suivre les attentes à 10 ans. Donc si jamais on partait sur une crise économique, une Fed qui redescend, mais malgré tout ça, une inflation qui n'est pas à 2%, on pourrait avoir tout simplement, à la fois la Fed qui nous donne un plateau, mais les taux à 10 ans qui demandent encore plus. Et là, ça serait dramatique pour les États-Unis. Et vous comprendrez que oui, votre target éventuel de 1 million de dollars sur Bitcoin, vous l'atteindrez dans ce cas-là, mais vous avez peut-être des risques de payer votre baguette 100 dollars. 150 dollars votre baguette le matin en allant chez le c'est ce que je dis souvent aussi. Je sais pas si vraiment on peut souhaiter 1 million rapidement, parce que ça voudrait dire que on est sur un Bitcoin, typiquement, qui est en train d'être acheté au spot parce que les banques se cassent la gueule, d'accord ? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment souhaitable en soi. Vous avez des gens qui vont en ce moment acheter du Bitcoin comme ils achèteraient de l'or à l'ancienne. Hein. C'est tout à fait, d'ailleurs, c'est tout à fait louable de le faire. C'est un très bon hedge dans ce cas-là. Mais il faut comprendre, voilà, ici, tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Bitcoin acheté au spot comme un actif anti-inflation. Bitcoin tradé sur les futurs, donc du Bitcoin papier, tout simplement parce que le spot n'est pas liquide. Au moindre push sur le spot, il faut comprendre ici, au moindre achat spot, et vous voyez, ça donne la news Grayscale. Et la news Grayscale, c'était quoi ? La news Silicon Valley Bank, typiquement, la news Silicon Valley Bank, c'était ça, et la news Grayscale, c'était ça, je crois, hein. Oui, c'est ça. Et en gros, c'est juste une pichenette, quoi, par rapport à ce que les gens achètent réellement. On est sur une pichenette au spot. Et il faut comprendre aussi sur le contrat sur le Bitcoin papier, donc les dérivés, c'est tout simplement que vous avez des market makers qui rentrent et qui se débrouillent pour que le prix suive à peu près. C'est le concept des dérivés, hein, c'est-à-dire on met de la liquidité sur un marché, comme un pool de liquidité un petit peu, on fait trader les gens, et puis on se débrouille tout le temps en payant d'autres gens dont c'est le boulot, pour que le prix soit toujours plus ou moins proche du spot, hein. C'est un peu ça l'idée. Un prix proche du spot veut dire que, si vous tradez du Bitcoin, donc on vous dit vous tradez du Bitcoin, les autres disent on va faire un Bitcoin papier, un Bitcoin papier ça se fait comment ? Ça se fait avec de la liquidité, et ça se fait tout simplement en vous disant ce que vous tradez c'est le prix spot de Bitcoin, et vous voyez que parfois c'est ça qui donne ce type de mèche, effectivement. Donc là c'était une grosse vidéo, je pense qu'on a abordé vraiment pas mal de choses, mais c'est ça qui donne ce type de mèche, et des mouvements de liquidité qui existent sur les dérivés. Donc ça engendre du spread, c'est ce qu'on regarde dans la liquidité, et qui n'existe pas sur le spot. Ok. Tout simplement parce que le dérivé n'en peut plus, il pousse le prix un petit peu plus bas, parce qu'il a besoin de se récupérer en termes de liquidité. Donc c'est pour ça que régulièrement, vous le voyez, moi je fais une analyse sur les dérivés, puisque moi je suis trader. Et parfois, quand je fais un peu plus du long terme, je vais vous faire une analyse sur le spot, parce que c'est ça qu'il faut regarder à long terme. Le prix ira toujours coller au spot, hein. D'une certaine manière, c'est toujours ce qui va se placer. Maintenant, vous le voyez, également sur Binance, on a eu besoin de faire cette mèche. Hein. C'est pas que lié à Bybit ou... voilà, ces mèches, elles se créent parce que là, j'ai de la liquidité. Le spot, il n'y a personne dessus. Ici, j'ai ma poche de liquidité. Admettons que je suis une institution, un market maker ou ce genre de choses. Ici, par exemple, j'ai besoin d'acheter, 200 millions de contrats. Le marché est très peu liquide. Si j'achète 200 millions de contrats ici, le prix va littéralement partir à ma target instantanément. Donc, ça n'a pas de sens. Je vais prendre un slippage qui ne va avoir aucun sens. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pousser 3-4 millions de contrats, puisque c'est très peu liquide, pour venir chercher sous les stops de tout le monde et venir récupérer ma liquidité ici, dans ce sens-là. Ici, qu'est-ce que j'avais ? Et c'est ce que j'ai déjà expliqué une fois, mais je vais le réexpliquer une deuxième. J'avais des longueurs qui, par 3 fois, avaient foutu leur stop loss à peu près comme ceci, ok ? Donc, on va dire, on va faire la même chose ici, voilà, on en avait à chaque
à chaque plus bas, là, d'accord, hein, les 3 qui sont là. Et en même temps, j'ai des traders de breakout qui sont rentrés au breakout de ceci, d'accord, et qui là, pour le coup, pardon, hop, qui sont pas rentrés pile au breakout, ils sont rentrés peut-être un petit peu en dessous, et qui là pour le coup avaient leur stop très légèrement au-dessus. Là, ça, excusez-moi, ça fait aimant, mais voilà, quelque part par là. Et donc là, mes 50 millions de contrats, si jamais je suis une institution, ben, je vais les avoir typiquement dans cette poche de liquidité là, puisque je vais faire finalement, je vais barder ici ma demande de contrat, et puis même sur la montée, je vais reprendre contrat, d'accord. Après, derrière, j'ai ça, ok, et j'ai une position qui potentiellement peut être défendue, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que soit ben là je TP, et là vous êtes dans une zone de distribution de ces fameux 50 millions de contrats par exemple, et derrière je refais la même opération un peu plus bas par exemple, ou soit tout simplement je continue à fil du contrat sur toute la montée pour aider le prix, ou je laisse le mouvement se faire, ça dépend combien ça coûte, hein, tout simplement, et puis où je défends plus bas par exemple, ici je vais avoir ma poche de liquidité d'achat, on va dire ici, bah là je vais commencer à défendre, et puis derrière on a un Bitcoin une poche de liquidité qui est effectivement défendue, et un Bitcoin qui vient chercher tout simplement une autre poche de liquidité dans laquelle je pourrais prendre les mêmes contrats dans la zone inverse, comme par exemple celle-ci, comme par exemple, et on en a typiquement une désormais ici, d'accord, qui est peut-être ici en train d'être distribuée par les uns, donc les acheteurs, et potentiellement reprise à l'inverse par les market makers ou les institutions. Voilà, je voulais vraiment expliquer ici ces concepts-là, ça a été, je l'imagine, assez long pour vous, j'imagine que ça engendre pas mal et c'est vraiment, pour le coup, une interprétation personnelle de ce qu'il se passe actuellement. C'est pour ça que vous allez ici gazer fort pour construire des positions et même les défendre éventuellement quand vous êtes sûr qu'il y a quelque chose à faire, il y a un SFP à venir prendre, il y a un niveau à venir chercher. Et que derrière vous allez prendre vos TP sur des poches de liquidité également. Typiquement là on en a une très belle par exemple, ici elle est un petit peu vieille, dans cette zone là, vous le voyez, au-dessus de 1, 2, 3, 4 stops, celui-là a été pris, donc 1, 2, 3 spots, et puis 4 ici, enfin voilà, on en a quand même une ici dans la zone des 30 000. Maintenant, est-ce qu'on va y aller ou pas? Elle est un peu vieille, hein, sincèrement, elle est pas toute jeune celle-là. Est-ce qu'on va y aller ou pas? Bah, c'est quelque chose qu'il va falloir tout simplement voir. Vous voyez ici, par exemple, typiquement, très belle zone de liquidité là. Et peut-être même un scénario qui se répète ici. Double bottom. Qu'est-ce que fait le marché? Il va chercher la liquidité dedans, et derrière, gros pump, ok. Ici, double bottom, triple bottom même, 1, 2, 3. On est dans la zone de liquidité qui est déjà défendue d'une certaine manière, et qu'est-ce que fait le marché? Il vient taper dedans, et il repart. Est-ce que ça veut dire maintenant que la nouvelle poche de liquidité, elle est finalement là-dedans? D'accord? À l'achat, hein, j'entends. Sinon le marché ferait du down only, hein. Il faut ici quand même avoir une certaine logique, ça n'arrive pas tout le temps, mais pourquoi pas, et même peut-être en dessous. Pourquoi? Parce que là on a également la liquidité qui avait été là dedans, donc là vous avez une très belle poche, d'accord, en prenant tout ça. Et j'irai même plus loin, je dirais que si vous allez en dessous de ce niveau là vous avez quelque chose de très joli. Là, vous avez une très belle poche de liquidité, parce que vous avez tout ce qu'il y avait sous cette structure, tout ce qu'il y avait sous celle-là, et tout ce qu'il y avait également sous celle-là. Maintenant, si je reviens en arrière, il y a un moment donné aussi où il faut se faire une idée, mais si je reviens en arrière, une imbalance, typiquement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un endroit où le prix est parti très vite, et où on a laissé de la liquidité sur la route, c'est-à-dire que là, le prix va avoir envie... étant donné qu'il n'a pas été pris dans cette zone-là, là, il y a quelque chose potentiellement de venir faire. Également, vous le voyez ici au 19, on a également une imbalance. Et comment se définit finalement une imbalance? C'est le prix est parti, on était tous dans le train, mais pas comme on aurait voulu, quoi, d'une certaine manière. Ici, ou alors même celui qui n'a pas pu rentrer et qui aurait aimé rentrer sur ces prix-là, le prix déteste ces zones de business où on passe très vite dedans et on repasse très vite dedans après, par exemple. Là où il y a peu de business, là où on n'a pas une belle structure. Une belle structure, c'est quoi? C'est
Je rentre, j'ai ici, je viens chercher tout simplement le creux précédent, comme ceci. Derrière, je refais un top, je reviens chercher le creux précédent. Ça, c'est la price action, entre guillemets, la plus jolie. Tout simplement parce qu'il y a eu, vous le voyez ici, il y a des overlaps de business qui se font ici, 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 et là. Et ces overlaps, là, il n'y a aucune imbalance, si vous voulez. C'est-à-dire que la charte est parfaite, entre guillemets. Tous les points ont été couverts dans les deux sens. Maintenant, ici, est-ce qu'on a une charte qui est parfaite? Non, vous le voyez, on a une petite imbalance ici, effectivement. Alors là, pour le coup, on peut estimer qu'on vient chercher cette vallée. C'est pour ça que je vous parle souvent de vallée et de pic. Donc la structure n'est pas dégueulasse, il reste des trous dedans, mais elle n'est pas dégueulasse. Ici, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On monte, on vient chercher la vallée précédente également. Hein, ici, la vallée est là, pour le coup, vous avez le pic qui était ici et la vallée qui est ici, d'accord? On vient la chercher, propre. Maintenant, on monte ici, on n'arrive pas à percer. On revient chercher quoi? On revient chercher le creux précédent jusqu'à son point le plus petit, ok? Comme ceci. Et puis, derrière, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est un peu, effectivement, la question. Est-ce qu'on va... parce que si vous regardez la charte, putain, ça va être super long. C'est peut-être la vidéo la plus longue de la chaîne, parce que j'ai pas fait la liquidité encore. Aujourd'hui, je parle beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé là? On prend la charte tout simplement, hein, ici. Ici, donc, j'ai deux pics, d'accord? Comme ceci. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est finalement une structure baissière dans laquelle je suis passé en dessous. Alors on a aussi ce pic-là, dans lequel là, pour le coup, il y a peut-être des choses à venir prendre, mais pour le moment, on ne veut pas y aller. Donc on va regarder le truc le plus simple. Donc une structure baissière qui est en train de retester sa vallée supérieure. Le pic supérieur, pardon. Ça, c'est un pic, d'accord? Et elle est en train tout simplement de venir le retester. Maintenant, est-ce qu'elle va l'enfoncer? Est-ce qu'on a un retournement de structure? C'est ça la question qu'on se pose. À minima ici jusqu'au 46. Auquel cas, après ça dépendra de comment se crée tout simplement le mouvement dans sa globalité. Mais vous voyez que en soi, que vous fassiez du chartisme, de la price action avec les pics, les vallées, ce genre de choses, etc. Ce qu'il est intéressant d'aller regarder par exemple à ce stade, là, ma vallée qui est là, je suis venu la toucher? Non. Non. J'ai une vallée avant, hein, sur les années 2000. On a touché l'ATH précédent, c'est ça que je veux dire. Ici. D'accord? Là, on est venu le chercher. Est-ce qu'on a touché la TH 2019? Pas vraiment. Là, donc, la vraie vallée la plus fraîche, ici, à 14, pas vraiment. Donc, ça irait peut-être plutôt dans le sens de, on a besoin d'y aller, d'une certaine manière. Et est-ce qu'on a touché même la vallée ici? Donc, la vallée, on va dire, post-Covid, celle de août. Non. Donc là, vous comprenez qu'on est entre 12 et 10. C'est pour ça que beaucoup de gens, même ici, vous le voyez sur le double top, target du double top, on est à 12 500. C'est pour ça que beaucoup de gens, alors moi c'est peut-être moins mon cas, je pense qu'on va tenir cette traîne, moi, d'une certaine manière. Donc voilà, si pour moi on a quelque chose à aller chercher tout de suite, c'est plutôt 18,5. Mais c'est pour ça qu'il faut garder de la thune au cas où, tout simplement. Parce que vous avez ici 40% de chance, target d'un double top. Je me suis trompé ici, j'ai mis double bottom. Target d'un double top, 40% de chance d'aller tout simplement à 12 000 $. Ça existe, vous le voyez ici, le fair value gap, je vous l'ai mis également, il est là à 12 400 et il est en bas à 9 700, d'accord? Si on va vraiment chercher tout en bas, on va chercher 4 600. C'est comme ça. Si on rebondit pile sur la vallée qui était celle-ci, à ce moment-là, on est déjà dans le rebond. C'est plutôt mon scénario. Assez régulièrement, Bitcoin va chercher l'ATH précédent et puis il repart. Maintenant, l'ATH 2019, enfin le top local 2019, 13 700, on n'y est jamais allé. Ça n'a pas touché. Hein. Là, on était vraiment le gap qu'on est venu chercher, la vallée précédente qu'on est venu chercher, c'était la grande qui est là, d'accord? Donc c'est ça qu'on appelle venir toucher une vallée backside ou frontside. Là, on a touché frontside. Si on voulait aller toucher backside, on irait beaucoup plus bas et on irait tester, finalement, faire un double bottom, ce qu'on appellerait un double bottom. La target ici du double top, qui était là, elle est à, je vous le rappelle, à 12 500. Je suis parti en sucette là. Pourquoi je vous explique? Je suis parti en price action alors qu'on parlait de... Je suis parti. Bon, ok, je suis parti.
Ouais, parce que c'était pas du tout dans le sujet du jour, mais vraiment pas du tout. Bon, c'est pas grave. On va faire la liquidité rapido, pipo, mollo. On a liquidé 84 millions hier, c'est plutôt une bonne journée en termes de liquidation. 35 millions sur Bitcoin, Ethereum. On voit des nouveaux arrivants. TRB, WLD, IFI, Storge, Maker c'est normal, XRP c'est normal, Bitcoin Cash c'est normal, Solana c'est normal. Ici, carnet d'ordre, pas grand chose avant 26 à l'achat. 27 à la vente, donc on est typiquement au milieu là. Voilà, ça se manifeste pas trop. Ce qu'on peut voir en fait, c'est que quand même, sur la poussée qui est là, on a beaucoup d'ordres qui se sont faxés, d'accord. Ici, ça sous-entend qu'il va y avoir quand même une demande au spot qui va être assez fournie dans cette zone-là. Là, c'est beaucoup, d'accord. Ici, même chose. J'essaye de dézoomer proprement ici. Quand je vous parle de contrats à venir fil ou de choses comme ça, vous voyez cette poche de liquidité ici. Ici, on avait beaucoup d'ordres à l'achat. Ils auraient pu repousser le prix, mais en fait, ça nous donnait quand même aussi un petit signal de il y a du monde qui veut acheter au spot quand même assez violemment. Et ici, tout ça va plutôt dans le sens d'un pullback, entre guillemets, ou peut-être même d'un dump. Mais le fait qu'on les demande plus haut, que les ordres, les gros ordres, hein, c'est pas tout le monde qui peut acheter, je sais pas, en un ordre, 166 bitcoins par exemple. Les gros ordres ici vont venir eh bien, être potentiellement payés sur le pullback. Donc c'est la difficulté de regarder un carnet d'ordre, c'est aussi de se dire il va falloir du momentum pour passer au travers de tout ça. Ici, dans le sentiment, on voit qu'on est quand même en train d'augmenter le floor price, en fait, d'une certaine manière. Ça va plutôt vers une défense, quelque part, eh bien, tout simplement des 25 000 dans le futur. Mais on a quand même ici du monde qui veut que ce pullback arrive. Voilà, c'est ça l'idée. Et ici, à l'inverse, et tout le monde n'est pas dans le même sens, hein, vous avez du monde qui veut que les ordres soient fil, donc ça pousse ici vers le haut potentiellement même, ça peut vous dire qu'on va venir chercher les 27,5, les ordres soient fil à la vente, et puis derrière ils reviendront tout simplement les racheter plus bas, ok. Mais vous avez du trade au spot aussi, bien évidemment. C'est pour ça que les données on-chain sont vraiment intéressantes. Marché en levier, on va revenir sur le 5 minutes comme à notre habitude. Désolé, hein, c'est très chargé, c'était pas forcément, je voulais pas faire forcément une vidéo autant poussée là-dessus, mais voilà, ça me paraît intéressant de parler de tout ça. Alors, marché au spot, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh ben, on vient chercher 3 niveaux, celui-là, celui-là et celui-là. On a fait la vidéo hier, et c'était par là, pardon. Donc on a fait la vidéo par là, on s'est plutôt positionné sur du long, sur toute cette zone, et y compris jusque là, et même encore jusqu'ici. C'est-à-dire que là, vous aviez un prix qui dropait, mais malgré ça, vous aviez un funding qui augmentait. Malgré la fermeture de contrat des longueurs qui étaient en train d'être pris, vous aviez encore plus de longueurs qui venaient se mettre puisque le funding est à l'augmentation. Deuxième chose ici, en revanche, j'ai tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai un prix qui monte et un funding qui descend, d'accord? Donc vous avez été shorté sur toute cette zone, notamment jusqu'à ce premier top ici. On peut estimer qu'il y a un résidu encore, donc on va décaler ce point de short ici. Et je pense qu'il est relativement conséquent quand même, donc on va vraiment le garder, parce que là vous voyez qu'on reste dans le funding négatif. Donc là c'est l'inverse. Vous voyez que normalement je devrais fermer du contrat en shorter. En fait ce qui se passe c'est que je latéralise. Vous voyez que le funding vient à descendre, donc ça short, ça short, ça short, ça short, ça short ici tout le long. Ça short même jusque là, jusqu'au moment où on les fait craquer. Vous voyez ici petit épisode de liquidation par le pump. Ensuite, comment on se construit? C'est à nouveau l'inverse, on n'a que des anomalies là de funding. Eh bien, je devrais ici liquider du contrat shorter, donc le funding devrait descendre. Pourtant, le prix descend, mais le funding augmente, donc j'avais du long à venir prendre ici, mais le point a été liquidé. Et puis derrière, on a plutôt le prix qui augmente avec du long ici sur toute cette zone. On a également ici un petit peu de short, je dirais. Donc on a un deuxième point à venir chercher là. Hop. Donc un petit peu de short, à minima peut-être jusqu'ici, c'est ce qu'on a nettoyé là, je pense. Vous voyez que on va agrandir un peu le funding ici. Donc je dirais, en fait dans un premier temps ça se fait sur du short, ici ça se fait sur du long, donc le point a été pris donc on n'en parle plus, ici ça se refait sur du short, donc très bien,
Ici, il y a un tout petit peu de long, mais le point a été pris également. Ici, il y a du short à peu près jusque là. Et là, on a un tout petit peu de long, ce qui a été nettoyé juste derrière. Ensuite, comment on se place? Eh bien, sur du long au début, on l'a dit. Légèrement du short ici, mais ça a été pris. Ensuite, à nouveau du long, mais ça a été pris. Un gros short qui est rentré potentiellement par là. En bas, c'est peut-être ce qu'on est en train d'aller chercher là. Et depuis, on se construit sur du long. Donc là, on a quelque chose à prendre aussi. Ouais. Voilà pour le BTC, vous voyez les niveaux, donc 26 890 et en bas 28 434 avec toujours des niveaux à venir chercher jusqu'à 26 en fait, en longueur. Jusqu'à 26. Sur BTC, on n'avait pas vu un intermédiaire ici qui était énorme. Par contre, on a aussi deux niveaux ici sous la structure, 25 et 25 942. Dans tout ce qui est vente, on a un gros point éventuellement ici à 28,2. D'accord? Donc à venir chercher potentiellement. Pourquoi pas, hein, sincèrement, pourquoi pas. Après, moi pour le moment mon plan c'est plan de trade the plan, c'est-à-dire franchement je ne rentre pas short avant 28,5 et je ne rentre pas long avant 25,4, 25,6. Donc voilà, j'attends pour renforcer une position longue ou tout simplement j'attends pour ouvrir une position short. C'est très propre sur Ether, vraiment très propre, très propre. Ether qui en plus a des superbes momentum en termes de funding. Là ici vous avez des choses vraiment très jolies à regarder. Alors on a fait la vidéo par ici, on a plutôt du long, ça a été nettoyé derrière. Ici on va dire qu'il y a quand même un point de long à venir chercher là, ici. Derrière, plutôt de la fermeture de contrat de longueur sur toute cette zone là, donc il n'y a pas d'anomalie là ici pour moi. Pardon, excusez-moi, le funding va dans l'autre sens. Oui, il y avait du short là ici probablement. Ça devrait fermer du long, ça devrait fermer du short et vous voyez que le funding ne monte pas vers le haut non plus. À partir de ce point-là, le funding n'est pas à l'augmentation. Après, ensuite, ici, je fais de l'augmentation de contrat plutôt en short, donc c'est ce qu'on est venu squeezer derrière. Ça nous a permis de prendre des vieux points également. Et puis à l'inverse ici, je suis pas mal shorté depuis le top, et c'est vraiment relativement violent jusque là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever celle-là. On va en mettre une au top. On va la mettre en 2 pixels parce que c'est quand même conséquent. Et puis, on est relong à partir du plus bas qu'on est en train de faire là. Donc, on va faire ça. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Alors, ici, réaugmentation des contrats sur du long. Je dirais qu'on était même longué à partir de là. Un petit peu avant, et sur la baisse là on a pris ce niveau, mais je pense qu'on peut même mettre un 2 pixels sur le point actuel parce que c'est quand même assez conséquent. C'est pas énorme sur l'augmentation du nombre de contrats, quoi. C'est ça, on a juste ça, quoi. On a juste ça. Ici il y a un gros long qui s'ouvre, ouais, il y a un gros long qui s'ouvre sur la... Allez, on va le garder en 2 pixels, c'est bien. On sauve ça, on va voir les boîtes de liquidité inférieures 1h06. Je pense que c'est la vidéo la plus longue de toute l'histoire de la chaîne, j'en suis complètement désolé. Je mettrai un disclaimer, insultez-moi dans les commentaires si vous voulez, tiens. Alors, 11,58 milliards désormais à venir prendre en haut. C'est normal, on liquide du short. Il y a des grosses poches quand même là de liquidité ici sur la zone. Ça va vraiment dans l'idée d'un retracement jusqu'à quasi 25 140. 25 140. Il n'y a plus grand monde en haut en fait. On va aller voir sur les poches de liquidité. Là on regarde 5 jours, mais il n'y a plus grand monde en haut là. Ça peut pousser à 27, mais il faudrait qu'en ce moment on soit extrêmement shorté si vous voulez. Alors c'est peut-être ce qui va se réveiller dans la journée ou ce week-end. On est le week-end là, donc ça risque plutôt de rien faire en fait. Et sur Ethereum, 4 milliards. Position nettoyée sur Ethereum ici à court terme, 1621, je dirais. Ça c'est peut-être sincèrement pour aujourd'hui ou ce week-end. C'est une grosse position, elle est gagnante, on va venir la chercher à coup sûr. Enfin, à coup sûr, il y a des bonnes chances de venir la chercher. Sur Ether, une correction nous emmènerait sincèrement assez facilement dans la zone des 1551. Et sur la 5 jours, on peut voir que ce qui reste, c'est pas grand-chose, c'est-à-dire 1659.
On va regarder la 7 jours, parce que c'est ça qui va vraiment nous intéresser, et puis derrière, on ira peut-être même faire un petit tour sur la 1 mois. Ici, on voit que le sentiment est plutôt shorter sur Bitcoin, sur la 12 heures, d'accord? Donc, très légèrement shorté en ce moment. La 7 jours, elle nous dit qu'il n'y a pas grand-chose entre les deux, là, hein, depuis qu'on a fait ce top-là. C'est pas shorté moumoute la folie, vous le voyez ici, d'ailleurs, même là. Ici, on est en week-end, hein, d'ailleurs, depuis, mais c'est pas ouf. Donc ça, c'est important. Ensuite, là, 26 850, donc ça, c'était hier. Encore une poche de liquidité qui a pris un peu de valeur. Vous le voyez, elle a jauni légèrement autour des 27 200. Si on vise en bas, 25 600 à minima. Et potentiellement, on l'avait dit, voilà, une grosse borne ici, effectivement, à 25 600 en tout cas. Vraiment une grosse borne. Et si on va jusqu'en bas de la poche, 25 100. Vous voyez plus de liquidité ou vous? Moi, personnellement, j'en vois plus en bas. Je serais pas étonné qu'on vienne toucher 27,2 avant d'aller la chercher en bas. Voilà, mais personnellement, j'en vois plus en bas ici, à ce stade. Sur la liquidité, clairement, on commence à passer vraiment baissier, là. Là, un mois, pour le coup, elle nous dit que ça serait vraiment intéressant de venir toucher 27,2, parce que sur un mois, là, vraiment, on a la proportion. Peut-être potentiellement même d'aller à 29. Sur la un mois, c'est déjà plus dans l'idée qu'on va monter. Donc c'est pour ça que c'est important des fois de temps en temps de regarder quand même. Ce sont des proportions, assez peu de traders sont potentiellement assis sur une position en levier x100 depuis un mois. Hein. Il y en a quand même assez peu qui font ça. Ça arrive et c'est des positions qu'il faut venir prendre. Tout simplement parce que vous avez des gens, ils vont prendre un scalp et puis admettons ils vont prendre un scalp avec 1% de leur risk management et puis d'un coup ils vont se dire je vais pas TP. Je pense que c'est le bottom ou je vais TP la moitié, machin. Vous avez 0,5 à ce moment-là en levier x100. Ça correspond finalement à 50% de votre capital de trading habituellement, et puis vous le voyez faire x2, x3, x4, vous vous dites finalement je vais m'asseoir sur cette position, si jamais c'est le bottom ultime, à ce moment là je vais pouvoir manger dessus pendant 1 an, 2 ans, et si c'est pas le cas, à ce moment là dès que je verrai que, ça dépend des traders, hein, mais tout simplement vous avez des gens qui cherchent juste ce genre de position pour vivre plusieurs années dessus. C'est pas mon cas, moi personnellement je n'arrive pas à tenir des positions aussi longtemps, je préfère avoir une courbe je m'assois assez peu sur des positions très très longues, si ce n'est avec des runners qui parfois mettent vraiment énormément de temps à toucher, mais sincèrement j'ai toujours tendance à pas aller chercher ce genre de choses. 1650 ici, sentiment mixte sur Ethereum, je dirais même peut-être plutôt longueur, à contrario de Bitcoin, où on semble plutôt shorté. Ethereum, il a très bien nettoyé en haut. Est-ce qu'il a besoin d'aller à 1690? C'était notre target ici sur ce trade. Ou alors est-ce qu'il va d'abord renettoyer jusqu'à 1515? C'est un petit peu la question du moment. Et sur la 1 mois, sur Ethereum, je pense qu'on a des choses similaires à Bitcoin. C'est-à-dire, là on est plutôt à l'équilibre. On a été moins shorté sur le top peut-être sur Ethereum. Mais en gros, la target de 1816 est tout à fait cohérente. En longue et en short 1464. Allez, on va essayer de faire une conclusion courte sur cette vidéo. On a déjà un petit peu entamé les time frames, on a déjà un petit peu regardé ce qu'il se passait. La question ici, c'est est-ce qu'on a besoin de passer sous ce point-là pour éventuellement donner à minima un rebond, je dirais jusqu'à peu près cette zone-là, ou alors est-ce qu'on vient de suite dévisser sous la structure. On a vu ici que la zone de liquidité, elle avait légèrement évolué, je crois, 25,6, 26, j'ai dit 26,6, 26,4. Donc désormais... Non, c'était pas 26,4, alors... Je sais plus. Damned. On est sur BTC, oui. Elle est remontée jusqu'à 26,150. Oui, le dernier plus haut, en gros. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut considérer qu'elle est jusqu'en haut ici. Alors, hop, ici. Donc, on fait évoluer ça jusqu'à 26,150. Comme ceci. On va la décaler un petit peu par là. C'est-à-dire, en fait, qu'on a une poche de liquidité qui commence à se créer un petit peu dans cette zone-là. Si cette boîte est défendue, c'est-à-dire si elle correspond à ceux qui, finalement...
avait également défendu celle-ci. Là, parce que vous rechargez au fur et à mesure pour faire monter le prix. Si cette boîte-là est défendue, et bien défendue, pourquoi pas? On est quand même sur une belle résistance ici. On a un joli double top. Oui, c'est une boîte de liquidité, mais c'est peut-être pour plus tard, le fait d'aller la chercher. J'aurais tendance plutôt à marquer encore une fois, et un petit peu comme je l'avais fait hier, une correction. Est-ce qu'on devrait perdre la 1 heure ici sur cette correction, enfin la 4 heures sur cette correction pour moi? Pas nécessairement. On n'est pas à l'abri effectivement de venir taper un tout petit peu plus haut, je dirais 27,2 ici. Tout va dépendre en fait de ce que je vais voir moi personnellement sur le funding sur la journée, quoi. Comment on se construit là-dessus. Là on est en week-end, donc je m'attends plutôt à quelque chose qui fait ça en fait en réalité, hein. Voilà. Un électroencéphalogramme plat. Donc on verra lundi si ça se passe comme ça. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un flag? Pour moi non. Pour moi un flag il faut un mât, il faut quelque chose, il faut qu'il y ait une impulsion avant. Peut-être plutôt comme ça, voilà. Ça pour moi c'est un joli flag qui effectivement derrière continue. Ça c'est plus long, c'est plus chiant, c'est plus un canal que vraiment un flag. Bon, même si il se passe assez rapidement ici et que effectivement si vous regardez les bougies dans les plus petites time frames, vous avez l'impression que ça c'est un mât. Mais moi pour moi un flag il se fait en haut de quelque chose. Donc là c'est plutôt un canal. Après on va voir ici si déjà cette accumulation elle tient. Ça sera peut-être un bon signal et qu'on vienne prendre par exemple les creux intermédiaires. Je pense qu'aujourd'hui pour les affiliés je vais faire plus ou moins une dissertation, on va dire ça comme ça, sur comment identifier les time frames et comment identifier tout simplement qu'est-ce qui se passe dans quel time frame, etc. Je pense que ça va être ça le sujet. Voilà, écoutez, désolé, c'était vraiment très long. Je pense que c'est la plus longue de la chaîne. Je pense qu'elle va mettre 3 ans à uploader. Tout ça, ça va être vraiment chiant. Je donne le bâton pour me battre moi-même. Je m'auto-flagelle devant Jésus. Comme ça, tout nu, assis sur un siège avec des clous. Mais je pense qu'on a abordé des concepts sympas. Ça aurait pu être un hors-sujet, c'est-à-dire j'aurais pu peut-être mettre le sujet à côté, mais j'ai pas envie de me faire chier à faire les vidéos, sincèrement ça me rapporte rien, c'est beaucoup de temps, et j'ai pas trop envie de me faire chier. Donc vous comprendrez ici que il y va de mon bonheur personnel à faire des vidéos, et en l'occurrence ici c'est plutôt emballer, c'est peser, pas de montage, rien, je balance, là tout est fait avec un petit boîtier qui envoie les séquences, etc. Et là donc du coup je vais être amené à vous envoyer la fin. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, et en l'occurrence la question du jour elle sera sur tiens, la chaîne, est-ce que vous êtes plutôt friand de vidéos de 10 minutes ou de 1h30? J'imagine que ceux qui sont plutôt friands de vidéos de 10 minutes ne vont pas aller jusqu'à ce moment-là de la vidéo et répondre. Donc c'est un questionnaire qui est complètement faussé et qui va dire en gros ouais c'est complètement débile. Mais bon voilà, c'est tout ce qui m'est venu sur le moment. On se retrouve demain pour faire une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien, à très bientôt et ciao.